Bonjour à tous. Alors cette courte vidéo a pour objet de corriger l'exercice 17 et dernier du TD sur les matrices. Elle servira aussi d'introduction à celle qui commentera ou qui sera explicative pour le document opérations élémentaires et produits matriciels que je vous ai demandé de lire après le cours numéro 6. Alors allons-y. Dans l'exercice 17 donc, on nous fournit plusieurs matrices dont il s'agit de déterminer le rang. La première est la suivante. A est une matrice donc 4, 4, M4 de R. Une petite remarque préalable. Regardez la colonne 2 et 4. Les colonnes 2 et 4, elles ne sont pas proportionnelles. Donc le rang sera au moins 2. Il y a au moins 2 colonnes linéairement indépendantes. On voit aussi assez rapidement que la colonne 3 n'est pas combinaison linéaire de la colonne 2 et 4, puisque celles-ci ont des zéros, ici, là, sur la deuxième ligne, alors que la colonne 3, moins 1. Donc le rang, finalement, le rang de 1 est au moins 3. On se doute donc qu'il y a des valeurs de alpha pour lesquelles le rang sera 3, et d'autres pour lesquelles le rang sera 4. Alors, à confirmer. Mais voilà une remarque qui, je pense, permettra de voir si le résultat est cohérent. Alors, comment faire? L'idée, c'est de faire des opérations élémentaires sur A, en utilisant le cours qui dit que les opérations élémentaires sur A transforment celles-ci en des matrices qui ont le même rang. La première qui vient à l'idée, c'est de faire comme on sait faire, en utilisant des opérations de type pivot de Gauss sur les lignes. Parce qu'on est habitué à ce type d'opération après la manipulation des systèmes. Donc là, par exemple, on prendrait cette ligne-là, quitte à mettre la première en dernière position, des choses comme ça. Ceci dans une configuration comme celle-ci. Regardez, imaginez que celle-ci soit la première ligne puis celle-là. C'est celle-là ensuite qui va être utilisée comme pivot. Il y a un risque, c'est de multiplier la présence des alphas dans plusieurs places de la matrice. Donc ce que je vous conseille, en tout cas si vous avez l'intention de faire des opérations élémentaires type pivot de Gauss sur les lignes, de commencer par faire en sorte que alpha soit le plus à droite et le plus en bas possible. C'est là qu'il interviendra le moins dans les manipulations, et donc que sa présence sera réduite dans les différentes places possibles de A. Alors, ça consiste en quoi dans le cas particulier ici? Par exemple, à prendre la colonne 1 et à la mettre en 4e position. Alors, c'est pas tout à fait une opération élémentaire, c'est la succession de 3. C1 échangé avec C2, puis nouvelle C2 avec C3, puis nouvelle C3 avec C4. On passe comme ça de A à A1. La matrice qui est là, vous voyez, j'ai pris la première colonne de 1 alpha 4 et je l'ai mise en 4e position. Ici, c'est l'ancienne C2, l'ancienne C3, l'ancienne C4. Alors, j'ai écrit A équivaut à. Ce symbole est bien pratique. Il a une définition précise. B équivaut à A si et seulement si B, c'est Q-1 AP, où Q et P sont des matrices carrées inversibles. C'est vrai, même si A et B ne sont pas carrés, ici, A et B étant carrés, les matrices P et Q seront des matrices carrées inversibles 4, 4. Alors pourquoi le fait de passer de là à là assure que A, par des opérations élémentaires, assure que A et 1 sont équivalentes? Eh bien justement, c'est le document que j'ai cité en introduction qui va nous l'expliquer. L'idée est la suivante: faire une opération élémentaire ou une succession d'opérations élémentaires sur les colonnes, c'est multiplier A à droite par une matrice carrée inversible. Regardons ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? Je répète, on est passé de A à A1. L'idée est la suivante: je vais multiplier A que j'ai réécrit ici, là, à droite, puisque je vais manipuler ces colonnes, par la matrice identité auquel j'applique la transformation que je souhaite voir opérer sur A, à savoir, la première colonne de l'identité, c'est 1 et que des zéros. Je la mets en 4e position. Les autres étant avancés, hop, on se retrouve avec cette matrice ici. Alors regardez, si vous multipliez A par cette matrice, bon là c'est assez facile pour les colonnes parce qu'il s'agit de multiplier successivement par la colonne 0, 1, 0, 0. Donc vous voyez, il sort 1, 0, 2, 3, puis par 0, 0, 1, 0, il vient 1, moins 1, 1, 2. Puis après multiplication par la colonne 0, 0, 0, 1, il vient 3, 0, 1, 4. Et enfin, regardez,
La matrice A multipliée par 1, 0, 0, 0 fait sortir la colonne de 1 alpha 4. Donc vous voyez que A1 obtenu par les opérations élémentaires que j'ai décrites à partir de A1, c'est A fois une matrice carrée. Alors on verra qu'elle est inversible, ceci. Bon, c'est assez clair, regardez. Les 4 colonnes sont linéairement indépendantes, donc son rang c'est 4. Ça c'est une matrice de rang 4, donc une matrice carrée inversible. Alors, maintenant qu'on en est à A1, poursuivons l'étude préliminaire, à savoir, mettons alpha le plus à droite et le plus en bas possible, si on peut parler comme ça. Bon, reste à échanger L3 et L4. Donc cette matrice A1 est équivalente, cette fois on avait l'habitude d'écrire comme ça, et maintenant on sait exactement ce que signifie ce symbole. Donc, par l'échange de L3 et L4, A1 est transformé en, alors regardez, en matrice A2, avec 2, 1, 1 alpha en quatrième ligne et 3, 2, 4, 4 en troisième ligne. Alors, montrons que là encore, le passage de 1 à 2 se fait par la multiplication, mais cette fois à gauche, par une carrée inversible. Bon, l'idée c'est que, toujours la même, on multiplie ici par la matrice identité sur laquelle on a opéré la transformation voulue, à savoir, je ne touche pas sa première ligne, je ne touche pas sa deuxième ligne, et à la place de sa troisième, je mets la quatrième, à la place de la quatrième, je mets sa troisième. Alors ici, regardez, bon, le mieux est de raisonner ligne par ligne. La première ligne ici de la matrice de gauche, c'est 1, 0, 0, 0, donc par multiplication successive par toutes les colonnes, il va sortir 1, 1, 3, 2. Idem, non pas tout à fait idem, la deuxième ligne étant 0, 1, 0, 0, ici par multiplication successive par les colonnes, il vient 0, moins 1, 0, 1. Attention, regardez, la troisième ligne de la matrice de gauche est 0, 0, 0, 1, donc la troisième ligne des résultats sera obtenue par la multiplication de cette ligne, successivement par toutes les colonnes. Mais là, qu'est-ce qu'il va sortir? 3, 2, 4 et 4. Et enfin, la dernière ligne du résultat est obtenue en multipliant cette ligne-là que je désigne par successivement toutes les colonnes. Donc il sort 2, 1, 1 alpha. 2, 1, 1 alpha qui est bien A2. Alors, sur ce petit exemple très simple, c'est déjà des matrices 4, 4, on voit que effectivement des opérations élémentaires, comme celle qui passe pour passer de 1 à 2, ou une suite d'opérations élémentaires, comme celle pour passer de A à A1, correspondent à la multiplication soit à droite, soit à gauche, par des matrices carrées. Une dernière remarque, cette matrice est encore inversible. Regardez, ces 4 colonnes sont bien sûr libres, et donc ça c'est une matrice 4, 4 de rang 4, une matrice inversible. Voilà, alors pour la suite, on sait que A a le même rang que A2, et là par contre on est en position très favorable pour faire le pivot de Gauss. Regardez, 1 est un très bon pivot, 0 n'a pas besoin de manipulation, il n'y a plus qu'à éliminer 3 et 2 grâce à ce pivot 1, puis continuer. Alpha étant à droite et en bas, le moins possible nous gêner dans les opérations successives de pivot de Gauss. Alors j'ai fait au tableau les manipulations qu'on a programmées. Je suis passé d'une matrice A2 à une matrice A3, donc en faisant L3 moins 3 fois L1, L3 remplacé par L3 moins 3 fois L1, et L4 remplacé par L4 moins 2 fois L1. Alors, je vous laisse voir qu'on obtient la matrice qui est comme ça, là, où les deux premières lignes n'ont pas changé. La troisième ligne devient moins 1, moins 5, moins 2, moins 1, moins 5, alpha moins 4. Donc, vous voyez qu'ensuite, on va utiliser ce moins 1 ici, là, comme pivot. Autrement dit, on va passer de A3 à une matrice A4, équivalente également, puisque obtenue par opération élémentaire, lesquelles sont L3 remplacé par L3 moins L2, et L4 remplacé par L4 moins L2. Les deux premières cette fois sont invariantes. Ici on obtient 0, 0, moins 5 et moins 3. Et ici, avec le moins 0, 0, ici moins 5, puisqu'ici 0 ça ne change pas, et alpha moins 4, moins en 40, ça fait alpha moins 5. Alors, disons qu'on en est à une matrice A4 qui elle-même est équivalente, cette fois en utilisant ce moins 5 comme pivot,
et en faisant la transformation L4 remplacée par L4 moins L5. Donc cette fois, les trois premières lignes sont invariantes, et pour les dernières, on obtient 0, 0, 0, hein, moins 5, moins 5, et ici alpha moins 5 plus 3, donc alpha moins 2. Alors, on a donc rang de A égale rang de A5, et bon, ce que l'on pensait est vrai, regardez. Le système est échelonné, on voit bien que les trois premières colonnes, ou les trois premières lignes d'ailleurs, comme vous voulez, hein, vous pouvez raisonner en ligne ou en colonne, ici les trois premières lignes ou colonnes sont linéairement indépendantes, et puis alors si on raisonne en ligne cette fois, il n'y aura que trois lignes linéairement indépendantes, puisque la dernière sera nulle si alpha égale 2, donc ça sera 3 si alpha égale 2, et 4 si alpha n'est pas 2. Une remarque, c'est que quel que soit alpha appartenant à R privé de 2, A est une matrice carrée inversible puisque elle est de rang 4. Je vous rappelle que les matrices NN de rang N sont inversibles puisque associées à des bijections de R4 dans R4. Voilà pour cette première matrice. Dans la deuxième question de l'exercice, on considère une matrice B, 3, 3 cette fois. Dans la première ligne est 1, 1, 1, la deuxième B plus C, A plus B, la troisième B, C, AC, AB ou ABC sont 3 réels. Donc vous voyez que B est une matrice 3, 3 à coefficient dans R. Une première remarque, sa première ligne est non nulle, donc son rang est au moins 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Des opérations type pivot de Gauss sur les lignes classiques. Alors attention, ce type d'opération, il y en a de nombreuses qui permettent de conclure ces exercices. Dans la question A, vous n'avez pas forcément utilisé les mêmes que moi. Du moment que celle-ci mène à un résultat correct et valide, bon, il n'y a pas de problème. On peut arriver au même résultat en utilisant des raisonnements et en tout cas des opérations élémentaires différentes sur soit les lignes, soit les colonnes d'ailleurs. Alors ici, je répète, j'ai pris 1 comme pivot, remplacé L2 par L2 moins B plus CL1, L3 remplacé par L3 moins BC fois L1. Alors il vient bien sûr 0, 0 ici, là A plus C moins B plus C, donc A moins B, là A plus B moins B plus C, donc A moins C, là AC moins BC, donc C facteur de A moins B, et ici AB moins BC égale B facteur de A moins C. Remarquez qu'on aurait obtenu la même chose en faisant des opérations sur les colonnes. D'accord? Bon, je continue le pivot. Cette fois, je prends A moins B comme pivot et je fais L3 remplacé par L3 moins C fois L2. Donc, les deux premières lignes sont inchangées. Il vient 0, bien sûr 0 ici. Et ici, il vient 1 A moins C fois A moins C. Autrement dit, il vient A moins C facteur de B moins C. Matrice que j'appelle B2. Alors, B1 et B sont équivalentes, puis B1 et B2 sont équivalentes, puisqu'obtenues les unes à partir des autres par opération élémentaire. Donc le rang de B, c'est le rang de B2. Alors, quel est le rang de B2? D'abord, un cas assez particulier, c'est si A égale B égale C. Si A égale B égale C, vous voyez que les deux dernières lignes sont nulles, et donc le rang c'est 1. On pouvait s'en apercevoir ici, hein. Si A égale B égale C, toutes les colonnes sont identiques, par exemple. Si A égale B égale C, toutes les colonnes sont identiques, donc le rang de la matrice, c'est 1. Et il faut s'habituer à raisonner soit sous forme de colonne, soit sous forme de ligne. Pourquoi c'est cette double perspective? Parce que la matrice transposée de B et la matrice B ont le même rang. Alors, si A maintenant est... Alors, si A n'est pas B, mais par contre que B égale C, alors ici on aura deux lignes non nulles et indépendantes, et une troisième qui va être complètement nulle. Donc ici le rang ça sera 2. Alors je vous laisse voir que c'est la même chose si A égale B, mais que B n'est pas C. On se doute bien d'ailleurs que c'est très symétrique, hein, cette matrice, donc je vous laisse faire la petite étude. Faites A égale B, ici il vient 0, là A moins C, et puis vous verrez qu'ici il vient
deux lignes linéairement liées, et que donc le rang c'est 2. Et enfin, eh bien, si les 3 pivots là, ou les 3 coefficients sur la diagonale sont tous non nuls, vous savez que dans ces cas-là, le rang c'est 3, et d'ailleurs, comme la matrice ici B2 est triangulaire, c'est le seul cas où le rang est 3, c'est-à-dire où la matrice est inversible. Je vous rappelle encore une fois qu'une matrice NN est inversible si et seulement si son rang c'est N, si et seulement si elle est associée à une bijection de Kn dans Kn. Autrement dit, c'est 3 si écrivons A, B, C sont 2 à 2 distincts. Donc il est assez logique de trouver un résultat symétrique en ABC. Donc le rang c'est 1 si les 3 réels sont égaux, 2 si 2 réels sont égaux mais pas le troisième pas égal à la valeur commune des deux autres, et enfin 3 si les réels ont tous des valeurs distinctes. Voilà pour cette question petit b. Alors passons à la dernière question de l'exercice que j'ai intitulé petit c, même si petit a petit b petit c n'était pas explicitement dans l'énoncé. Alors il s'agit de déterminer le rang d'une matrice qui s'appelle M indice AB, voir l'exercice précédent qui lui-même renvoie à l'exercice 4 qui introduit finalement M indice AB, la matrice, alors important, qui est dans Mn de K. À chaque fois qu'il y a des pointillés comme ça, là, ou des traits droits, il est important pour déterminer le rang de connaître la taille de la matrice. Donc ici, on peut même préciser, puisque AB appartient à R2, M indice AB, c'est dans Mn de R. Alors, qu'est-ce que c'est que M indice AB? C'est la matrice qui a des 1 sur la diagonale et des B partout ailleurs. Alors, il y a deux cas simples, avant d'utiliser, comme on nous dit, l'exercice 16. Mais si A et B sont 0, M indice AB est la matrice complètement nulle, et donc ces cas-là, son rang, c'est 0. Un autre cas facile à comprendre, c'est A égale B, non nul. Donc regardez là, si on raisonne en colonne, il y a des A partout. Toutes les colonnes sont identiques à la première. Autrement dit, il n'y a qu'une seule colonne linéairement indépendante. Le rang de MAB, c'est 1. Important de comprendre ça. Quand une matrice a toutes ses colonnes égales, ou alors d'ailleurs toutes ses lignes égales, son rang est 1. Là, elle a à la fois ses colonnes et ses lignes égales, et non nulles. Donc son rang c'est 1. Alors, dans la suite, on prend A différent de B. Alors, c'est là qu'il faut utiliser l'exercice 16. Ce que nous dit l'exercice 16, si M indice AB est la matrice d'une application linéaire petit f, on peut trouver une base de l'espace vectoriel sur lequel s'applique petit f, dans lequel la matrice s'écrit comme celle-là, triangulaire. Alors ici, il faut d'abord fixer l'espace vectoriel dans lequel on va travailler. Je propose évidemment K exposant n, c'est-à-dire on note petit f, l'application linéaire, canoniquement associée à M indice AB. Petit f va de Kn dans Kn, et à x, il associe M indice AB fois x. Alors, que dit l'exercice 16? Si on crée la base gamma formée de vecteurs qui s'écrivent U1, U2 jusqu'à UN, où U1 c'est E1 plus E2 plus, etc. Autrement dit, la somme de tous les vecteurs de la base canonique. Si on prend notre K exposant n, U1 c'est 1, 1, 1, 1, 1. Puis U2 c'est 0 et que des 1. Puis 3, puis enfin UN qui est que des 0 et que des 1. J'ai présenté ça en disant que la matrice sur la base gamma canonique, là, la matrice de gamma sur la base canonique, c'est ça. Donc si gamma est la base de K exposant n, dont la matrice sur la base canonique BC signifie ici bêta C signifie base canonique, et la suivante. Donc on est exactement dans la configuration de l'exercice 16. Dans la base U1, U2 jusqu'à UN, la matrice, donc dans cette base gamma de F, c'est la matrice triangulaire. Je vais l'appeler T indice AB parce qu'elle est triangulaire. Où, alors, les n dernières lignes sont constituées par des A-B sur la diagonale. Et seule la première ligne est un peu spéciale. Elle a un coefficient A plus n-1b ici. Puis ensuite, n-1b, n-2b, n-3b. Là, il y a 2b. Et là, il y a b. Alors,
ce qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est que T indice AB et M indice AB sont deux matrices de la même application linéaire sur deux bases différentes. Donc, elles sont de même rang, elles sont équivalentes. Matrice de deux applications linéaires sur des bases différentes, c'est matrice équivalente. Et qui dit matrice équivalente dit matrice de même rang. Donc, T, c'est ce que je vais écrire de l'autre côté du tableau, hein. Rang de M indice AB égale rang de T indice AB, en expliquant pourquoi. Et une dernière remarque, comme on a pris A différent de B, regardez, on a alors soit vous raisonnez par ligne, et vous voyez que les n-1 dernières sont linéairement indépendantes. Donc là, vous voyez que le rang est au moins égal à n-1. Rang est supérieur ou égal à n-1. De même, si vous raisonnez en colonne, vous voyez là aussi que les n-1 dernières sont linéairement indépendantes. Donc, pour A est différent de B, le rang de MAB égale le rang de TAB est supérieur ou égal à n-1. On écrit ça et on finit l'exercice. Je reviens sur le lien qui existe entre MAB et T indice AB. On a dit que c'était les deux matrices d'une même application linéaire F sur deux bases différentes. La première, la base canonique, notée bêta C, et l'autre, une base qui s'appelle gamma. Alors, si j'appelle P la matrice de passage de bêta canonique vers gamma, c'est-à-dire la matrice de la base gamma dans la base canonique, hein. Bon, les vecteurs de la base en question, hein, gamma, c'est cela. U1 égale 1, 1, 1, 1, U0 c'est 0, 1, 1, 1, UN c'est 0, 0, 1. Donc la matrice P, c'est la matrice obtenue en concaténant ces vecteurs. Alors, quel est le lien exact entre T indice AB et M indice AB? Comme T indice AB est la matrice de petit f sur la nouvelle base, c'est P-1, la matrice de petit f sur la base canonique, mais ça c'est M indice AB. Ah, bien sûr, ici il y a des fois, hein, multiplié par P. Et ici c'est M indice AB et pas M. Enfin, c'est notre matrice dont la matrice de l'application linéaire dans la base canonique. Alors, je vous ai dit qu'elles étaient équivalentes, c'est tout à fait vrai, et donc leurs rangs sont égaux. On va pouvoir dire à chaque fois que le rang de MAB c'est le rang de TAB en regardant T indice AB, mais elles sont plus que cela, puisque ici vous avez l'inverse ici de cette matrice. Au lieu d'une matrice Q-1, c'est la P-1 où P est présente ici. On dit qu'elles sont semblables. En fait, T indice AB et M indice AB sont deux matrices du même endomorphisme. Donc, ces deux matrices sont semblables. Alors, on a dit aussi que pour A différent de B, comme les n-1 dernières lignes de T indice AB qui est triangulaire ont sur la diagonale de A-B, le rang de M indice AB, qui est le rang de T indice AB, est supérieur ou égal à n-1. Alors là, deux cas se présentent. Si le terme en haut à gauche de T indice AB est nul, eh bien cette fois, le rang de MAB, c'est n-1. En effet, si vous raisonnez en colonne, vous avez la première colonne complètement nulle, et ensuite n-1 colonne linéairement indépendante, hein, puisque elles sont à chaque fois de longueur étagée, si on peut dire. Alors, on nous dit on pourra déterminer le noyau de F. Alors, n'oubliez pas qu'il y a le théorème du rang derrière. Si le rang de M indice AB, c'est n-1, ça veut dire que, comme M indice AB est la matrice de petit f, ça veut dire que F a pour dimension de l'image n-1. Le rang de F, c'est le rang de MAB. Et c'est la dimension de son image, c'est n-1. Donc, son noyau doit être de dimension 1. Alors là, on peut raisonner plus facilement, évidemment, sur T indice AB que sur M indice AB. Posons dans la base gamma, formée de U1, U2 jusqu'à UN, que j'ai rappelé ici, posons grand X égale somme pour I égale 1 jusqu'à N des X' UI. Alors pourquoi X'? Parce que c'est pas la base canonique, hein. Ici, X aurait plutôt tendance à être X1, X2, X3 jusqu'à Xn. J'ai appelé X' I ces coordonnées sur la base U1, U2 jusqu'à UN. Alors, X est dans le noyau de F, si et seulement si, alors ça c'est la formule T qui est la matrice dans cette base fois la colonne X'1, X'2, X'N, qui est le coordonné de X dans cette base, donc matrice de l'application linéaire dans la base gamma
fois matrice colonne du vecteur dans la base gamma égale 0. Mais là, évidemment, les dernières lignes s'écriront x2 égale 0, puisque en fait a moins b x2 égale 0, x'2 pardon, x'3 égale 0 jusqu'à ici, x'n égale 0. En revanche, la première ligne, elle s'écrit 0 égale 0. Donc, vous voyez que ceci a lieu si et seulement si x est à toutes ces composantes au-delà de la deuxième nulle. Autrement dit, si c'est un multiple de U1, si et seulement si x appartient à R fois U1. Donc, dans ce cas, le noyau de f, on va l'écrire ici, noyau de f égale R fois 1, 1, 1, enfin que des 1. Que des 1. Une petite remarque d'ailleurs à ce sujet. Si on revient à m indice AB et qu'on lui applique 1, 1, 1 et que des 1, hop, ici vous avez sur toutes les lignes 1A et que des B, donc il va venir A plus n-1B, ça c'est un scalaire, hein, facteur de 1, 1 et que des 1. Et si ça c'est nul, ça fait 0, 0, 0. Donc le vecteur 1, 1, 1, je ne dis pas que c'est une vérification de l'égalité pour le noyau, mais je dis que c'est une vérification, le fait que R fois 1, 1, 1 est déjà inclus dans le noyau. Le raisonnement avec T nous assure que le noyau de F est également ceci. Alors bon, il reste le dernier cas, alors, avec A différent de B, et A plus n-1B est différent de 0. Bon, alors dans ces cas-là, hein, vous regardez T indice AB, c'est une matrice triangulaire supérieure dont tous les termes diagonaux sont non nuls. C'est une matrice inversible, et donc son rang est maximal. C'est une matrice NN inversible. Le rang de M indice AB, c'est le rang de T indice AB, c'est N. Donc, les deux rangs ici, hop, N, et voilà, N-1 et N. Et dans ce cas, évidemment, remarque, dans ce cas, ça c'est pour répondre complètement à la question de nous demandant quel est le noyau de F. Bon, évidemment, noyau de F, c'est 0, hein. C'est 0, N1 ou c'est 0, quoi. D'accord? Voilà. Donc, deux cas assez simples. A égale B égale 0 ou A égale B, pas égal à 0. Et pour les autres cas, utilisation d'une application linéaire pour montrer que M indice AB est semblable à une matrice T indice AB dont le rang se détermine pas trop mal, ma foi, hein, soit en regardant l'indépendance linéaire de ces lignes ou colonnes, soit, mais c'était pas vraiment utile, hein, je l'ai fait parce que l'énoncé le demandait. Le noyau, c'est pas vraiment utile, on aurait pu conclure là directement en regardant l'indépendance linéaire des lignes ou des colonnes de T indice AB. Voilà pour la correction de cet exercice. Donc on se retrouve pour parler d'opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, encore une fois, mais dans un cadre plus général, et interpréter celle-ci comme l'application d'une matrice inversible par multiplication à gauche ou à droite d'une matrice. À bientôt.